Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, ou en français Nosferatu, une symphonie de l'horreur, est une adaptation libre du célèbre Dracula de Bram Stoker publié en 1897. Le film, quant à lui, sort en 1922 et s'impose de nos jours comme un classique du cinéma expressionniste allemand. Et le cinéma expressionniste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement qui s'est développé en Allemagne au début des années 20 et qui est quand même assez difficile à définir. Pour faire simple, le cinéma expressionniste, de mon point de vue, c'est l'exploration de la folie humaine, et cela se traduit notamment par un jeu sur la lumière et surtout les ombres, ainsi que l'utilisation de décors très symboliques et anguleux. Un des films pionniers de ce mouvement est probablement l'un de ses plus grands représentants, et sans aucun doute le cabinet du docteur Caligari sorti en 1920. Bref, vous voyez le genre. Et une des nombreuses particularités de ce genre cinématographique, c'est que dans le cinéma expressionniste, le monde extérieur est constamment hostile et rempli de pièges, au point que les protagonistes de ces films, trop faibles ou trop effrayés pour affronter ce monde plein de dangers, vont se mettre à reculer. Et en reculant, en se réfugiant sur leurs arrières, ils vont bien souvent rencontrer un mal encore plus dangereux que celui qui habite le monde extérieur. Car le pire monstre qui hante les films du cinéma expressionnisme allemand, c'est le protagoniste lui-même, ou plutôt sa nature profonde, obscure et sauvage. Ainsi, le Nosferatu ne serait que le double maléfique de Uther, notre protagoniste principal. Et Hélène, sa femme, ne s'y trompe pas lorsqu'elle se met à angoisser lorsque son mari va lui annoncer son départ vers le château du comte Orlok. Son regard inquiet ne va pas se focaliser sur son mari, mais derrière lui, comme si le double maléfique était déjà là, avec eux. Et en quelque sorte, on peut dire qu'il est effectivement déjà là, car sa présence peut être symbolisée dans ce plan par deux éléments. Premièrement, il y a la fenêtre ouverte, une fenêtre qui va préfigurer la scène du somnambulisme dont Hélène va souffrir et qui va annoncer l'arrivée du Nosferatu. Et deuxièmement, il y a ce petit portrait derrière elle, le portrait d'un homme qui ne ressemble qu'à une ombre. Et l'ombre, c'est aussi ce qui représente Nosferatu dans de nombreuses circonstances. Uther, quant à lui, va être irrémédiablement attiré par le château d'Orlok, un château dans lequel il va découvrir le sombre secret de son propriétaire. Mais pour cela, il faudra que Uther descende dans les cryptes, au cœur même du château donc. Et si l'on pousse la métaphore, c'est en plongeant au cœur même de son soi intérieur que Uther va découvrir avec effroi le sarcophage abritant son double maléfique. Une autre scène qui illustre à merveille la dualité du protagoniste, c'est lorsque Uther réussit à fuir le château de Nosferatu et qu'il essaye à tout prix de rejoindre Brême où l'attend sa femme Hélène. Mais alors que Uther voyage par la terre, au même moment, Nosferatu va quant à lui voyager par la mer, attiré par la même ville et par la même femme. Le montage va alterner la progression des deux protagonistes avec un parallélisme parfait, si bien que l'on se rend compte qu'en vérité, il ne s'agit que d'un individu unique avançant vers son destin tragique, déchiré entre son moi bénéfique et son moi maléfique. Now is the time for action.
Uther et Nosferatu seraient donc deux côtés d'une même pièce, cohabitant comme l'ombre et la lumière, et ne pouvant exister l'un sans l'autre. Mais la métaphore la plus parfaite serait le soleil et la lune. Uther est le personnage solaire par excellence, menant au début du film une vie joyeuse et heureuse. Nosferatu, quant à lui, est un être qui ne vit que la nuit, en cela il est la lune. Mais la lune en tant que telle ne peut être vue, elle a besoin de refléter, ou plutôt de vampiriser la lumière du soleil pour exister. Hélène, quant à elle, serait entre les deux, un être solaire qui se fait attirer par les désirs profonds et sauvages de la lune. D'ailleurs, en allemand, le mot somnambule se dit Mondsüchtigkeit, qui veut littéralement dire dépendant à la lune. Il est aussi intéressant de noter que cette dualité entre le soleil et la lune peut se traduire comme une sorte de lutte des classes. Le côté solaire ayant un côté très petit bourgeois, très ordonné, tandis que le côté lunaire serait chaotique et sauvage. Le personnage de Hélène hésitant quant à elle entre ces deux côtés, comme lorsqu'elle avance sur la rampe de son balcon, se balançant entre le vide noir et obscur de Nosferatu et sa chambre petite bourgeoise très rassurante. Un autre élément qui est omniprésent dans le film Nosferatu, c'est la présence des animaux. Ceux-ci peuvent apporter une certaine répulsion, comme avec les rats par exemple. Mais ce procédé est encore plus intéressant quand il est combiné avec le pouvoir de la science. Ainsi, dans une scène où un professeur observe devant ses étudiants les mystères de la nature au microscope, on arrive à voir ce qui était alors jusque-là invisible à nos yeux. Et ce qui est invisible s'avère par définition inquiétant. Les animaux visibles et invisibles sont censés rajouter dans ce film une couche d'horreur, mais c'est bien loin d'être là leur but principal. En effet, les animaux fonctionnent dans ce film comme une analogie, comme une métaphore, où les animaux renvoient explicitement à la vie humaine. Ainsi, le polype filmé au microscope est défini comme étant une sorte de fantôme. La plante carnivore, Apan-la-mouche, va quant à elle être renvoyée au mythe du vampire. En faisant attention à ça, on remarque alors que Nosferatu a un comportement animal. À l'instar du polype, il semble parfois être doté de tentacules, lorsque son ombre s'allonge sur un mur nous montrant ses doigts effilés en train de s'étirer. Mais l'exemple le plus frappant est lorsque Nosferatu arrive à Brême, qu'il s'installe face à chez Hélène, et que, devant sa fenêtre, il exécute un curieux ballet, comme pour essayer de la séduire. Sur un fond noir, seul se détache son visage et ses mains noueuses. D'abord agrippé au barreau, ses doigts vont se détacher, se mettre à flotter à hauteur de son visage, renvoyant ainsi à l'image du polype observé au microscope. En fait, ce que le film essaye de nous dire, c'est que le vampire n'est pas une créature surnaturelle. Il n'est qu'un animal, ou plutôt un devenir animal, ni homme ni bête, mais entre les deux. Et en ça, il suffit de voir l'apparence physique de Nosferatu. Il a de nombreuses caractéristiques humaines, mais son visage, ses dents et ses oreilles évoquent sans équivoque ceux d'un rat. On serait donc en face d'un être en mutation, un peu comme une maladie ou plutôt un virus, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'arrivée de Nosferatu à Brême est aussi vecteur de la peste.
En sachant que la mention de la peste n'est aucunement présente dans l'œuvre originale de Bram Stoker, on imagine bien que Murnau a rajouté cet élément afin de définir davantage sa propre définition du vampire. Mais bref, il y a aussi un autre animal présent vers le début du film, et qui est défini par les clients de l'auberge comme étant un loup-garou, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une hyène. La hyène a son importance, puisque dans le Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme, il est dit que l'hyène mâle devient au bout de 7 ans une chauve-souris. La chauve-souris, après 7 ans, devient un vampire. Et pour finir ce concept de transformation et de mutation, j'aimerais vous laisser sur cette dernière citation, cette fois tirée de Au-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche. L'Allemand aime les nuées et tout ce qui est flou, mouvant, crépusculaire, humide et voilé. Tout ce qui est incertain, inachevé, fugitif, évanescent ou en devenir lui paraît profond où qu'il le trouve. L'Allemand n'est pas, il devient, il évolue. Et je trouve que cette citation illustre plutôt bien le film Nosferatu, et même plus globalement tout le mouvement du cinéma expressionniste allemand. Bref, j'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Quant à nous, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Bitch!